かけていた少女はお茶会に遅れないよう、もう何日も眠ることができない。いや、寝れないでいる。寝たらダメだ。寝たら死ぬ。Novembre 2017 à Tokyo. Une notification sur mon portable. La série de disparitions mystérieuses de ces derniers mois trouve une issue fatale avec l'arrestation d'un homme de 27 ans, Shiraishi Takahiro, suspecté d'avoir assassiné les 9 disparus. Le mot tueur en série est prononcé par le présentateur télé lorsque j'allume mon poste. Sur l'écran, comme d'habitude, des lumières rouges qui clignotent, des rubans de sécurité et des bâches. Une foule amassée et des photographes embusqués. Une photo du suspect, un jeune homme d'apparence ordinaire, presque sympa. Le récit de la découverte l'est moins. Dans ce petit appartement modeste de Zama, dans la grande banlieue de Tokyo, la police vient de retrouver les restes de 9 victimes, les 9 disparus, démembrés, découpés et répartis dans 3 glacières et 5 caisses en plastique. 240 ossements dissimulés sous de la litière pour chat, afin de masquer l'odeur. Mais que s'est-il passé et qu'est-ce qui a pu pousser cet homme à devenir celui que l'on appelle désormais le tueur de Twitter? Bien que ses parents divorcent assez tôt, on est loin des enfances torturées et souvent martyrs des tueurs en série. Shiraishi connaît une enfance ordinaire, élève appliqué et discret. Il joue au baseball dans son collège et rien ne le distingue des autres. Ses anciens camarades de classe diront même qu'ils ont eu du mal à le reconnaître lors de son arrestation. Un petit détail, troublant, éclaire cependant sur ce qui pouvait se tramer déjà dans la tête du tueur. Lorsqu'il était en primaire à Yokohama, Shiraishi aimait à jouer au jeu de l'étranglement avec ses camarades, poussant, d'après un témoin anonyme, la plaisanterie assez loin. Les autopsies démontreront d'ailleurs qu'au moins 2 de ses victimes ont été étranglées. En 2009, une fois le lycée terminé et après de courts contrats dans une entreprise agroalimentaire et dans une salle de pachinko, il trouve du travail dans un supermarché. Il y restera 2 ans. Ses anciens collègues le décrivent comme un jeune homme discret et appliqué, qui ne parlait jamais de lui-même. Et pour cause. La nuit, Shiraishi fréquente le quartier du Kabukicho, le quartier de la fête, de la nuit et du sexe attenant à Shinjuku, le centre névralgique de Tokyo. Il traîne dans les bars à hôtesses. Charmeur et affable, il se lie d'amitié avec certaines des filles qu'il fréquente et découvre vite qu'il peut en tirer profit. Depuis le grand nettoyage de 2000, l'expulsion des Yakuza et l'installation de centaines de caméras, le quartier chaud du Kabukicho doit se faire plus discret. Il doit trouver une alternative au racolage et surtout au recrutement musclé des filles comme pratiqué par la mafia. Alors, de fil en aiguille, Shiraishi se voit proposer de jouer les rabatteurs de filles pour le compte de ses clubs. Avec son charme discret et sa gentillesse, il n'a aucun mal à percer dans le milieu et commence à y trouver sa place. Il quitte son emploi de jour et emménage à Ikebukuro, un quartier agréable de Tokyo. Il s'installe même quelques mois avec une des filles qu'il a recrutées. Elle dira, elle aussi, qu'il était d'une gentillesse et d'une courtoisie au-dessus de la moyenne, relevant quand même un attrait morbide pour la mort et le suicide. Il lui aurait proposé de se suicider ensemble afin d'être unis à jamais et lui avait raconté avoir tué une fille qui refusait de se suicider avec lui. Mais elle avait pris cela pour une plaisanterie, macabre certes, mais une plaisanterie. Durant cette période faste pour Shiraishi, tous ne sont pas du même avis quant à son caractère. Certaines filles qui eurent affaire à lui le décriront comme un homme ambitieux, dangereux et capable des pires trahisons pour de l'argent. C'est en février 2017 que sa vie prend un nouveau tournant. Il se fait arrêter par la police alors qu'il vient de recruter une jeune fille pour un salon de massage qui oblige ses employés à se prostituer. Il écope de 14 mois de prison avec sursis et de 3 ans de mise à l'épreuve. Il doit quitter la ville et retourner dans sa ville de Zama, aidé financièrement par son père qui l'a élevé et avec qui il est resté très proche. C'est d'ailleurs à cette période qu'il lui confiera pour la première fois ne plus avoir envie de vivre. Le 22 août 2017, son père l'installe dans le petit appartement qui deviendra le théâtre des horreurs qui ne tarderont pas à suivre.
C'est à ce moment-là qu'il devient très actif sur les réseaux sociaux, principalement Twitter, avec 2 comptes principaux au nom très explicite, Je veux mourir et Bourreau professionnel. Il choisit comme avatar le dessin au style manga d'un homme habillé en noir, arborant des traces de pendaison et des marques de coupure au poignet. Sans emploi, assigné à résidence, désargenté et replié sur lui-même, il passe ses jours et ses nuits à poster et surtout à contacter de très jeunes femmes aux tendances suicidaires. C'est là qu'il rencontre celle qui deviendra sa première victime, Miura Mizuki, 21 ans, employée dans une agence logistique et récemment partie de chez ses parents. Après quelques jours de discussions morbides, il l'invite chez lui. Mais la jeune fille vient avec son petit ami, Shiraishi prend peur et sort boire un verre avec eux sans rien tenter. Il attendra encore quelques jours pour l'inviter, seul cette fois, afin de s'installer et mourir ensemble. Il en profite quand même pour lui demander la somme de 500 000 yens afin de couvrir les loyers et frais divers. Il a déjà acheté le matériel qu'il pense utile à l'exécution de son premier crime. Liens en plastique, scie, couteaux et outils de menuiserie, somnifères et alcool, car pour lui, il n'y a aucun doute, il va tuer Mizuki. Une fois arrivé chez lui, il lui parle de cette belle vie et de cette belle mort qu'ils vont avoir ensemble. Il lui sert à boire, un cocktail d'alcool fort et de somnifères, puis, lorsque celle-ci commence à tourner de l'œil, il la viole, puis la tue. Il dit n'avoir ressenti aucune hésitation au moment de passer à l'acte et aucun remords après, et ce, pour chaque victime. Maladroitement, il découpe son corps dans la salle de bain, détachant la chair des os grâce aux outils qu'il a achetés, chair qu'il dissimule dans des sacs poubelles et jette petit à petit dans les bennes, puis il place les restes, tête et ossements, dans une glacière. Il racontera à la police que ce premier démembrement lui a pris 3 jours, mais que pour ceux d'après, il avait acquis une certaine technique et ce fut beaucoup plus facile et rapide. Inquiet de ne pas avoir de nouvelles de Mizuki, son petit ami Nishinaka Shogo, un jeune bassiste rock de 20 ans, aide-soignant dans un centre pour handicapés, la cherche partout. Il pense que Shiraishi pourrait savoir quelque chose. Ils seront chez lui et, à peine entré, se fait poignarder. Si ces 8 autres meurtres ont un caractère sexuel préparé et scénarisé, celui-ci sera le seul commis sur une impulsion. Il dira juste aux enquêteurs qu'il avait peur que Nishinaka ne prévienne la police et le fasse arrêter. Le malheureux jeune homme sera lui aussi découpé et rongé dans une glacière. Durant les 7 mois suivants, et toujours avec la même approche, il violera, tuera et découpera 7 autres jeunes filles et jeunes femmes. Suda Akari, 17 ans, jeune lycéenne qui rêvait de devenir artiste et venait de dessiner la couverture de l'almanach de l'école. Fujima Hitomi, 26 ans, la plus âgée de ses victimes. Une jeune mère de famille dépressive dont ses collègues diront que, le soir de son meurtre, elle semblait ne pas vouloir quitter le bureau, semblant redouter quelque chose. Ishihara Kureha, 15 ans, sa victime la plus jeune. Elle venait d'entrer au lycée et était membre du conseil municipal des enfants de sa ville de Ora, très impliquée dans la vie publique. Kubo Natsumi, 17 ans, lycéenne à Saitama. Sarashina Hinako, 19 ans, étudiante résidente également à Saitama. Maruyama Kazume, 25 ans, employée d'une épicerie de nuit à Yokohama. Et sa dernière victime, Tamura Aiko, 23 ans, employée de bureau à Tokyo. Les restes humains s'entassent dans son petit appartement. 3 glacières et 5 grandes caisses en plastique qu'il a remplies de litière pour chat afin d'essayer de masquer l'odeur pestilentielle. Cette odeur commence à incommoder les voisins qui s'en plaignent. Début octobre 2017, plus en confiance que jamais et lancé dans sa course folle, Shiraishi entretient via Twitter des échanges soutenus avec une jeune femme de 23 ans, Tamura Aiko, qui souhaite en finir. Après la mort prématurée de sa mère, la jeune femme est en pleine dépression et poste des envies suicidaires sur le réseau social. Shiraishi lui propose de venir mourir avec lui, c'est ce qu'elle fait le 23 octobre. La malheureuse subira le même sort que les autres. Inquiet de la disparition soudaine de sa sœur, le frère de Tamura explore son compte Twitter et découvre ses échanges avec Shiraishi. Il en informe immédiatement la police. Les enquêteurs identifient très vite d'autres jeunes femmes qui échangent avec le tueur et l'une d'entre elles accepte de servir d'appât.
Le 31 octobre, jour d'Halloween, la jeune femme lui donne rendez-vous devant une gare. Le dispositif policier est en place et couvre discrètement tout le quartier. Le suspect attend quelque temps au point de rendez-vous, puis, ne la voyant pas arriver, il rentre chez lui. La police le suit et, une fois Shiraishi rentré, frappe à sa porte. L'officier lui demande s'il sait où est mademoiselle Tamura. Shiraishi se retourne, pointe son index et répond « Elle est là, dans la glacière ». La police l'arrête et dans un premier temps, il est accusé de possession illégale de cadavres, le temps de l'enquête. Les investigations sont rapides. Tout l'accable dans son appartement de l'horreur. Les restes humains disposés un peu partout, les outils retrouvés dans la salle de bain, pleins du sang des victimes et de ses empreintes. Et puis il y a les affaires personnelles des victimes que le tueur garde avec lui. Sac à main, portefeuille, téléphone. Enfin, il y a ces vidéos de surveillance dans les gares des environs où l'on voit le suspect marcher avec au moins 2 des victimes, dont une, main dans la main. Et puis Shiraishi parle. Il explique ce qu'il a fait de façon méthodique et détachée, donnant moult détails sur le process, mais jamais de véritables explications. Il raconte pourquoi il a gardé les os et les crânes chez lui tout ce temps, juste pour ne pas attirer l'attention, car il était plus difficile de s'en débarrasser que des organes et des muscles qu'il suffisait de jeter à la benne avec les déchets organiques. L'enquête de voisinage, comme souvent au Japon, ne donne pas grand-chose. Tout le monde ne voyait en lui qu'un jeune homme discret et poli. Il y avait bien cette odeur persistante depuis 2 mois, mais bon, pourquoi appeler la police? Shiraishi est en attente de son procès qui devrait avoir lieu fin 2019. Le procureur de Tokyo a requalifié l'accusation en vols aggravés, viols et meurtres au premier degré. Il risque la peine capitale. Depuis son arrestation, les psychiatres et experts de la cour essaient de comprendre les motivations du tueur en série. Shiraishi dit n'avoir agi que pour l'argent et pour le sexe. Lui qui multipliait les conquêtes et les partenaires quand il travaillait comme rabatteur, qui connaissait une aisance financière grandissante, avait tout perdu après sa condamnation. Sa petite amie, dont il était vraiment amoureux, l'avait laissé tomber, et il devait constamment mentir à son père pour obtenir l'argent nécessaire à son loyer et ses dépenses. Isolé, désocialisé, il ne vivait plus qu'à travers les réseaux sociaux, nourrissant ses pulsions morbides et manipulatrices. Pour lui, ses victimes voulaient mourir, alors finalement il leur rendait service. En les droguant, les violant et en les assassinant, il était sûr qu'elles ne refuseraient pas ses avances et surtout ne le laisseraient jamais tomber. Dans le cas de Shiraishi, comme dans toutes les affaires de tueurs en série, l'éclairage sur l'état d'une société est plein d'enseignements. Il n'est pas le premier à se servir du désespoir des gens pour assouvir ses pulsions meurtrières. En 2005, un autre tueur en série, à Osaka cette fois, avait assassiné 3 personnes via des réseaux d'appel au suicide. De nombreux articles et émissions reviennent sur cette dématérialisation du désir et du pouvoir survenue avec l'avènement des réseaux sociaux. La satisfaction immédiate et le rejet de la frustration par une génération habituée à tout avoir, tout de suite, sans se soucier des rapports humains. Le monde des pseudonymes et des avatars qui déshumanisent la relation aux autres. Enfin, la société du statut, celle du paraître et de la possession qui élimine du jeu social celui qui perd tout. Bien entendu, tout ceci explique les choses mais ne les excuse en rien. Shiraishi reste l'un des pires tueurs en série que le Japon ait connu. Aujourd'hui, les familles des victimes attendent le procès et essaient de comprendre. Ils aimeraient que l'on se souvienne de leurs enfants plus que de celui qui les leur a enlevés. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, en espérant qu'elle vous aura intéressé et appris quelque chose sur ce pays et sa société qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. A très bientôt pour de nouvelles histoires de crimes au Japon. Si vous avez aimé, pensez à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à partager. Matane.